Pour bien démarrer un parcours de transition bas carbone en tant qu'organisation, il est important de connaître son point de départ pour ensuite pouvoir réfléchir à un plan d'action efficace, concret et utile. Connaître son point de départ, cela veut dire évaluer l'impact de son activité sur l'environnement et dans le cadre d'un parcours de transition bas carbone, connaître ses postes d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir agir en conséquence. Cependant, il n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre. Les méthodologies d'évaluation et les outils de comptabilité carbone sont aujourd'hui très nombreux sur le marché, au point de risquer de faire un choix mal avisé et de perdre de vue son objectif final. Alors comment choisir le cadre méthodologique d'évaluation adapté à votre organisation ? Pour réfléchir à cette question, j'accueille en première partie de cet épisode Olivier Rétoré, expert en analyse de cycle de vie et évaluation environnementale à l'ADEME, sur la question du cadre méthodologique de l'évaluation. Bonjour Olivier. Bonjour Suzy, bonjour à tous, ravi d'inaugurer ce nouveau podcast avec vous. Pourquoi est-il important d'établir clairement sa méthode d'évaluation avant de se lancer ? C'est fondamental parce qu'il n'existe pas un cadre ni un protocole unifié qui permette d'évaluer l'empreinte carbone de tout type d'objet. Dès lors, on voit encore trop souvent des marteaux utilisés à la place des tournevis. Et sous prétexte que on connaît bien le marteau, on y est attaché, il est sur la table, mais du coup ça fait pas trop sens et de fait on arrive avec des empreintes, des chiffres d'empreinte carbone qui ressemblent à des bonnes réponses parce qu'ils sont en grammes équivalent CO2, mais qui n'ont pas été évalués avec le bon cadre méthodo par rapport à la question posée. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre une méthode, une méthodologie, un outil ? Je dirais qu'entre la méthodologie et la méthode, c'est peut-être un petit peu une question de linguiste. On pourrait faire une analogie entre le bricolage et la pâtisserie. Là, on est dans le domaine du bricolage. On va avoir besoin plutôt d'un marteau ou d'un tournevis, et puis ensuite on va avoir besoin d'un tournevis cruciforme plutôt que d'un tournevis plat. C'est cet ordonnancement de questions qu'il va falloir se poser pour identifier d'abord la bonne méthode, le bon cadre méthodologique, la bonne méthode et le bon outil à employer. Il y a des questions à se poser et il y a une nécessité de le faire dans un certain ordre. D'accord, oui, c'est plus clair. Et on parle de méthodes. Quelles sont justement les grandes familles de méthodes d'évaluation d'empreintes qui existent ? Alors dans les approches qui permettent d'évaluer des empreintes, donc des approches systémiques, cycle de vie ou scope 3, etc., on va en trouver, on va dire, 4 grandes familles qu'on va même pouvoir séparer en deux approches assez différentes. On va retrouver d'abord les approches qu'on va qualifier de descendantes ou de top-down, qui vont permettre d'évaluer des objets très gros, donc qu'on peut qualifier de taille macro. Typiquement, l'empreinte carbone de la France, l'empreinte carbone de l'Europe ou l'empreinte carbone d'un Français, on va faire ça avec de l'entrée-sortie étendue aux externalités environnementales, en anglais EEIO, qui part d'abord d'une modélisation macroéconomique. Et puis, on va retrouver à l'opposé des approches plutôt montantes ou bottom-up. En gros, j'ai ma boîte de Lego, j'assemble mes petits Lego et je modélise mon système à partir de ça. Et là, ça va nous permettre de calculer des empreintes carbone d'organisation, de territoire. Donc là, typiquement, on est sur du BGS. Ou alors de fonctions, de produits, de services, de procédés. Là, on est sur de l'ACV attributionnel. Ou encore de projets, de plans d'action avec potentiellement des effets d'échelle forts. Et là, on va être sur une ACV plutôt conséquentielle. D'accord. Et alors justement, pourquoi c'est si important de faire la différence entre une ACV conséquentielle et une ACV attributionnelle ? Est-ce qu'il y a une différence si nette entre les deux ? Alors la complexité est que oui, c'est structurellement très différent, mais en même temps, il y a un continuum méthodologique entre les deux. C'est ce qui fait que la différence est encore mal perçue par beaucoup d'acteurs, et aussi parce que la CV conséquentielle est encore peu pratiquée. Pourquoi c'est fondamental de faire la différence entre les deux ? Parce que la CV attributionnelle, elle permet de faire une photo. Alors elle peut être faite aussi en prospective, mais globalement, elle va permettre de prendre une photo d'un certain état.
des choses. Alors que l'ACV conséquentiel va être à employer quand on va se poser la question d'un changement d'état. Autrement dit, si vous, en tant que citoyenne ou consommatrice, vous vous posez la question de l'empreinte carbone d'un véhicule électrique parce que vous voulez changer de voiture, à cette échelle-là, vous allez utiliser plutôt de l'empreinte carbone calculée à partir d'ACV attributionnelle comparative. Et ce sera pertinent de le faire comme ça. En revanche, si c'est l'État qui se pose la question de savoir si c'est pertinent de pousser le changement de l'intégralité de la flotte française de véhicules thermiques par des véhicules électriques, alors le CV attributionnel ne marche plus puisque la question n'est plus la même. Et c'est bien le changement d'état que je vais évaluer dans son intégralité. Et là, je vais avoir des effets d'échelle forts, pas seulement sur les fabricants automobiles, les fabricants de batteries, mais aussi sur l'arrière-plan et notamment sur le système électrique. Parce qu'à 19h, vous et vos voisins allez brancher vos véhicules électriques pour les recharger et on va consommer différemment l'électricité avec des appels de puissance qui vont intervenir pas aux mêmes heures et pas dans les mêmes quantités. Donc c'est tous ces effets-là qui sont également parfois macroéconomiques qu'il va falloir évaluer, qu'on va chercher à évaluer en ACV conséquentiel. Et dans ce paysage de méthodes, où est-ce qu'on peut situer Quantigès et empreinte projet? Alors Quantigès et empreinte projet, il se situe exactement entre l'ACV attributionnel et l'ACV conséquentiel. Donc on peut dire que c'est un peu des deux. Si on dit que c'est de l'ACV attributionnel comparatif, ça marche. Et si on dit que c'est de l'ACV conséquentiel, ça marche à peu près aussi. L'idée, c'est qu'on a eu besoin de construire un protocole qui s'intéresse à un objet qui est un projet, une action, un plan d'action. Je suis une entreprise, je suis une collectivité, j'ai un projet à porter. Quelle est l'empreinte carbone ou environnementale de ce projet? Je vais l'évaluer avec ces méthodes-là. Alors, on a commencé par Quantigès, qui s'intéresse à l'empreinte carbone, et on est en train de le remplacer par empreinte projet, qui s'intéresse à l'empreinte environnementale. On peut évidemment faire du carbone dedans, et si on prouve que c'est pertinent et qu'il n'y a pas de transfert d'impact, ça suffit. Et la différence avec une ACV conséquentielle à part entière est qu'on n'aura pas d'effet d'échelle majeure à évaluer, parce qu'on est à une échelle assez micro, et donc il n'y aura pas d'effet important sur, par exemple, les systèmes d'arrière-plan qui vont sous-tendre les infrastructures nécessaires au projet. Mais quand on fait une évaluation environnementale, on n'évalue pas forcément une empreinte. Alors vous avez raison, là on n'a parlé que de certaines familles bien précises de méthodes d'évaluation qui sont des approches qu'on peut qualifier de systémiques. Globalement, cycle de vie et éventuellement multicritères. Ce ne sont pas ces méthodes-là qu'on va retrouver partout. Par exemple, quand l'État lance la construction d'une nouvelle ligne à grande vitesse de TGV ou d'une autoroute, on va plutôt parler d'études d'impact environnemental. Une étude d'impact environnemental n'est pas une approche de type empreinte. On n'évalue pas tous les effets liés à la construction de mon infrastructure ferroviaire ou autoroutière. On va s'intéresser purement aux effets locaux. On peut d'ailleurs considérer que c'est un problème, mais c'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des approches méthodologiques clairement différentes, souvent comparables, et qui ne présentent pas du tout les mêmes niveaux de finesse. C'est là où ça va être intéressant de les regarder comme des approches complémentaires, voire hybridables. On parle souvent, quand on s'intéresse à la qualité de l'air et à la pollution de l'air, de la vallée de l'Arve en Savoie, parce qu'il y a des problématiques liées par exemple au chauffage au bois dans les maisons. Quand on va s'intéresser à ce lieu en particulier, on va utiliser des méthodes d'évaluation de la pollution de l'air qui vont être bien plus précises et qui vont notamment regarder la question particulière de l'exposition à certains polluants dans cette vallée en particulier. Si vous prenez les indicateurs de pollution de l'air qu'on retrouve en ACV, on va pas aller si finement dans ce type d'évaluation-là. Donc c'est là où il y a une vraie complémentarité d'approche, mais avec des données brutes qui peuvent être similaires, voire identiques.
Donc si on s'intéresse à la question du chauffage au bois à l'échelle de l'État, est-ce que c'est bien de pousser le chauffage au bois par rapport à du chauffage électrique ou au gaz? On va plutôt faire de l'ACV conséquentielle. Si vous vous intéressez à la question du chauffage au bois à titre de citoyenne pour votre maison, eh ben vous allez utiliser de l'ACV attributionnel. Et puis si c'est la collectivité de Grenoble qui s'intéresse au chauffage au bois à l'échelle de sa collectivité, elle va pouvoir se poser d'abord la question à une échelle un peu grossière, et là l'ACV va être intéressante pour identifier l'ensemble des enjeux, notamment ceux relatifs aussi au transport du bois et aux impacts de ce transport et aux impacts forestiers liés au stockage de carbone et à l'extinction des écosystèmes forestiers. Donc ça, on va pouvoir regarder des choses via notamment de l'ACV. Et puis, dans un autre temps, elle aura intérêt à regarder plus finement les enjeux de pollution de l'air. Et là, on n'est plus sur des méthodes d'emprunt. D'accord, donc là on parle de beaucoup de méthodes, on parle même de méthodes hybridables. Ça commence à faire beaucoup de méthodes, donc comment on s'y retrouve? Alors c'est exactement pour répondre à cette question qu'on a produit à l'ADEME un guide d'aide à la sélection des méthodes qui commence par faire une cartographie des principales méthodes qu'on retrouve à l'échelle nationale, européenne et internationale. On en a identifié une vingtaine et avec cette vingtaine, globalement, on couvre à peu près tout le spectre. Donc il est public, il est sur la librairie de l'ADEME, il est téléchargeable depuis maintenant 2 ans. Il est toujours d'actualité. Et comment on choisit la bonne méthode avec ce guide? Alors dans le guide, on a adjoint à la cartographie et aux fiches méthodo un logigramme décisionnel pour essayer d'identifier la bonne méthode. Alors on vient de dire à l'instant que parfois il fallait hybrider les méthodes et pas se contenter d'une méthode, mais dans beaucoup de cas, une méthode permet de répondre à la question. Et avec 5 questions assez simples et assez binaires, on essaye de guider le professionnel vers la méthode qu'il aura intérêt à employer en priorité. Donc ces questions sont assez basiques et vont traiter de l'objectif et de l'unité d'analyse. Est-ce que j'ai évalué un objet de grande taille ou de petite taille? On a dit tout à l'heure que c'était très structurant. Et puis on va également se poser des questions de périmètre. On a parlé tout à l'heure d'effets d'échelle. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, est-ce qu'ils sont faibles ou forts? Ça va nous orienter vers des approches de type ACV conséquentiel s'ils sont forts, ou emprunt de projet quanti-GES s'ils sont faibles. Est-ce qu'on est sur une approche de type cycle de vie ou empreinte? Dans le cas contraire, on va retrouver d'autres familles de méthodes, la pollution de l'air local, l'évaluation qualitative des risques sanitaires, qui sont pratiquées par d'autres professionnels avec derrière de la R&D qui fonctionne de façon différente, d'autres laboratoires de recherche qui travaillent. Et puis, est-ce qu'on est en monocritère, par exemple carbone ou pollution de l'air, ou est-ce qu'on est en multicritère et vraiment on veut faire du systémique? Je précise que vous pourrez retrouver ce guide dans la description du podcast, en complément de ce podcast audio que nous sommes en train de faire. On a beaucoup parlé méthode d'évaluation, mais si on s'intéresse à la façon dont ces méthodes d'évaluation sont pratiquées aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous indiquer où on en est dans le paysage d'acteurs? Je dirais qu'en France, on a eu un boom lié au bilan carbone, au BGS réglementaire, qui a fait émerger une quantité importante de praticiens qui sont passés de la comptabilité de flux énergétiques à des approches carbone et climat. Et ça, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ces praticiens sont des experts du bilan gaz à effet de serre. Ils savent les appliquer à des objets de différentes tailles, différents types, pas seulement des sites, des entreprises, mais aussi des collectivités, des territoires, etc. En revanche, la cloison reste encore très imperméable avec des approches plus systémiques liées à l'ACV et notamment à l'ACV conséquentielle, et encore plus imperméable avec des approches de type entrée-sortie qui permettent d'évaluer des objets de plus grosse taille et qui vont parfois être nécessaires, notamment quand on va s'intéresser à une région et parler à un conseil régional, par exemple. Donc là, il y a des cloisons à faire tomber.
il y a des passerelles à construire entre ces praticiens. Et nous, à l'ADEME, on a un rôle là-dedans pour intégrer plus aussi nos approches. C'est là où les projets base empreinte et empreinte projet sont très structurants pour nous, puisqu'ils nous font travailler avec nos collègues spécialistes des BGS pour aller vers des approches beaucoup plus environnementales et plus seulement carbone. D'accord. Et donc justement, sur le niveau de compétence des praticiens sur ces approches environnementales, qu'est-ce que vous diriez? Ils en sont où? Je dirais qu'aujourd'hui, chacun d'eux est très compétent dans son domaine en propre. Les praticiens des BGS sont des experts des BGS, les praticiens des ACV sont des experts des ACV. Idem pour ceux qui font de l'entrée-sortie. En revanche, il y a une nécessité aujourd'hui d'aller accompagner les praticiens des BGS qui se sont mis à Cantigès à faire de l'empreinte projet. Et faire de l'empreinte projet, c'est faire de la CV conséquentielle. Et en même temps, quand on est une collectivité ou une entreprise, on a besoin d'une boîte à outils qui soit intégrée. On se pose pas forcément la question de quelle est l'empreinte purement de mon organisation ou de mon produit ou de mon service ou de mon projet. On se pose tout ça de façon assez globale, dans un cadre stratégique bien plus complet. Et on a besoin que ces outils présentent de la cohérence et soient basés sur des données similaires. Donc c'est là où l'intégration des approches, comme on l'a fait pour le passage de Cantigès à empreinte projet, et comme on le fait aujourd'hui pour le passage de base carbone et base impact à base empreinte, sont fondamentaux. Et ça va bousculer forcément les pratiques et ça va nécessiter de la formation auprès des praticiens. C'est intéressant à savoir, on passe le mot. Enfin, on a parlé de carbone et d'environnement, mais aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir traiter en priorité la question pure du carbone. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi vouloir regarder les autres enjeux dans un contexte où traiter la question du dérèglement climatique nous paraît primordial? Pourquoi on ne pourrait pas se contenter d'approches plus simples, finalement? Ça, c'est une question fondamentale et très structurante quand on parle de méthode d'évaluation. Alors, là-dessus, on n'a pas besoin de redire que c'est fondamental de traiter en priorité la question du climat. En revanche, c'est intéressant d'avoir en tête que l'extinction en cours des écosystèmes, elle ne vient pas que du dérèglement climatique, et elle est assez bien documentée par la science aujourd'hui. Et là, il suffit de se documenter auprès de l'ONU et du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour connaître les drivers de cet effondrement massif. Alors, on parle bien d'un effondrement, donc ça va très vite, beaucoup plus vite que les autres qui ont pu avoir lieu dans le passé. On sait qu'ils sont d'origine anthropique, tout comme le dérèglement climatique, et on sait qu'ils ont été initiés par d'autres vecteurs que le dérèglement climatique. Et en premier lieu, l'occupation et l'artificialisation des sols et des espaces naturels. Aujourd'hui, le dérèglement climatique arrive au niveau de ce driver-là, mais on en trouve beaucoup d'autres. Et l'actualité du mouvement nous fait tout de suite penser à la consommation de l'eau et au stress hydrique. On a aussi la question des pollutions et par exemple des pesticides. Tous ces drivers-là, il faut les regarder dans leur globalité pour s'assurer que si on a choisi d'évaluer, de partir sur une méthode simplifiée qui ne parle que de carbone, on le fasse parce que on a su identifier qu'il n'y avait pas de transfert d'impact majeur sur ces drivers-là. Sinon, on n'aura rien sauvé et on aura juste déplacé le problème. C'est intéressant vraiment de s'intéresser à cet aspect plus global. Merci beaucoup Olivier donc, pour cet éclairage sur la question de l'évaluation et ça fait une bonne entrée en matière pour nos sujets, même si nous à la PCC on s'intéresse vraiment à la compta carbone, c'est important de voir plus loin. Donc merci Olivier. Merci Suzy. Un grand merci à Olivier Rétoré d'avoir éclairci avec moi les notions de méthodologie, de méthode et d'outils et d'avoir évoqué les enjeux environnementaux globaux qui sont étroitement liés au changement climatique.
Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour nous concentrer sur le choix de l'outil dans l'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre.